L'actualité à travers le prisme des communicants. Comme chaque soir dans les coulisses du Biz, nos invités ce soir, Patrick Bonin, président de l'agence Jean, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia. Bonsoir à tous les deux et meilleurs vœux également à tous les deux. On va parler de Carlos Ghosn pour commencer. Un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien patron de Renault-Nissan qui, on le rappelle, s'est enfui au Liban. Le gouvernement français se retrouve sur une ligne de crête en matière de communication. Personne ne peut s'exonérer de la loi, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Même si, comme l'a rappelé la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, Carlos Ghosn ne sera pas extradé s'il devait arriver en France. Frédéric Fougera, c'est quoi? C'est du en même temps et en même temps appliqué à la communication politique? Non, je pense pas que ce soit du en même temps. D'abord, ce qui est très à noter, c'est que la première règle, je pense, en matière de communication pour le gouvernement, c'est de ne pas donner l'impression de s'en mêler. Et je pense qu'en ayant choisi une secrétaire d'État et non pas un ministre de premier plan, alors c'est sans aucun mépris pour notre secrétaire d'État à l'économie, mais déjà on met le niveau de communication à un niveau assez bas dans la hiérarchie gouvernementale. Assez bas seulement dans la hiérarchie gouvernementale parce que je trouve qu'elle a été excellente. Donc elle est très clairement mise en avant dans les médias sur cette question. Je la trouve excellente parce qu'elle a été factuelle, très factuelle et très claire en rappelant ce que vous venez de dire. C'est d'une part, il n'a pas à se soustraire à la loi japonaise ou à la loi française. Ça, c'est une forme de réserve, de position, mais ça met en place l'image, si on peut dire. Et puis, la deuxième chose, c'est de dire que la France, elle respecte son droit consulaire. Enfin, Carlos Ghosn, comme n'importe quel résident français, a le droit à son droit consulaire. Donc voilà, il y a deux situations, elle est claire et factuelle, et on ne s'en mêle pas trop. Il faut surtout pas que ça devienne une affaire d'État. Aujourd'hui, je pense que l'embarras, il est plutôt du côté du gouvernement libanais, qui a quand même quelques difficultés au quotidien avec la rue qui appelle à la démission de l'ensemble de la classe politique au Liban, donc gouvernement compris. Eux, il se passerait bien d'avoir cette affaire-là. Je pense qu'on n'est pas extrêmement pressé de revoir Monsieur Ghosn en France. En tout cas, le monde politique ne doit pas être trop pressé. Mais je trouve en matière de communication, on s'en sort pour le moment très bien. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'informations au conditionnel, notamment l'utilisation d'un deuxième passeport français qui lui aurait permis de quitter soit la Turquie, soit d'arriver au Liban. Patrick Bonin, est-ce qu'on a les ingrédients d'une communication qui pourrait devenir une communication de crise pour le gouvernement français? Alors, tant que Carlos Ghosn n'est pas en France, on est plutôt tranquille. Effectivement, je pense que le gouvernement français déjà est très content que Carlos Ghosn ne soit pas venu en France et que finalement les affaires libanaises restent au Liban. Parce que s'il avait atterri en France et si son jet privé avait atterri en France, là effectivement la France aurait été dans une crise diplomatique. Il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu diplomatique, ne pas se fâcher avec un correspondant important qui est le Japon, ne pas rentrer dans une crise diplomatique et juridique complexe parce que oui, on n'extrade pas les ressortissants français, mais on est quand même sur une crise majeure, une crise qui n'était pas que diplomatique, elle était aussi économique, c'est Renault-Nissan, c'est l'alliance, c'est beaucoup d'éléments complexes pour la France, donc je pense que d'abord le gouvernement français est bien content que ça ne lui arrive pas directement, et l'autre chose c'est que c'est plutôt une communication de Nini, c'est pas très bien ce qu'il a fait, sans aucun doute, et pour autant le traitement des prisonniers au Japon et des prisonniers de ce type-là pour des fraudes telles qui lui étaient reprochées sont des traitements très durs pour des hommes très charismatique et très influent comme l'était et comme l'est encore Carlos Ghosn. Donc on n'est pas très content de ce qui se passe et pour autant le fait que Carlos Ghosn ne soit pas en prison, ne soit pas jugé et qu'au fond peut-être qu'il n'y ait même pas de procès au Japon parce qu'il se sera soustrait à ça et qu'on mette de côté cette affaire entre le Renault et Nissan, au fond on n'est plutôt pas mécontent. Ça arrive en plus dans une période de l'année qui est pas si mauvaise, les fêtes de fin d'année, voilà. Et effectivement, pour le gouvernement libanais, alors c'est un peu complexe à gérer, mais c'est une formidable aubaine parce qu'aujourd'hui, les requêtes sur Google de recherche de Liban, de Beyrouth tournent autour de l'affaire Carlos Ghosn et pas d'une situation politique locale très tendue, très complexe. Donc au fond, le gouvernement libanais est bien content qu'on parle d'un de ses ressortissants, en l'occurrence Carlos Ghosn, plutôt que des problèmes très complexe avec la rue à Beyrouth. Carlos Ghosn va prendre la parole en milieu de semaine prochaine. Il va tenir en principe une conférence de presse. Pour l'instant, il a dénoncé un système judiciaire japonais partial et il parle de persécution politique. Est-ce que la victimisation a du sens ?
Elle a du sens parce qu'elle touche l'opinion et on va probablement se retrouver. Il y a une bataille de l'opinion à jouer et qui peut influencer, si ce n'est influencer une décision de justice, mais peut-être n'y aura-t-il pas de décision de justice. En tout cas, influencer fortement son image. Mais il est sur la victimisation et en même temps, maintenant, il est sur la défensive, ou plutôt sur l'offensive. Il est sur l'offensive, notamment en mettant à l'abri l'ensemble de son entourage, en prétendant qu'ils n'ont rien fait pour l'aider. Et notamment sa femme. Notamment sa femme pour l'aider à s'échapper. Alors, il ne faut pas transformer l'information. On dit qu'il a agi seul. Il ne prétend pas avoir agi seul. Il prétend ne pas avoir agi avec sa femme et ses proches. Mais évidemment, avec forcément un certain nombre de complicités. Donc, je pense qu'il change l'orientation de sa communication, ce qui sera confirmé le 8 janvier lors de sa conférence de presse. Mais effectivement, il va plutôt jouer l'émotion et l'opinion sur ces conditions d'incarcération qui sont juste exactement les mêmes que n'importe quel prisonnier au Japon. Mais vu d'Occident, vu de France, ça nous paraît un peu plus étonnant, plus dur. Oui, on est traité comme un prisonnier de droit commun, quel que soit son statut, qu'on soit un grand chef d'entreprise ou qu'on soit un petit délinquant. Il y a un niveau d'exemplarité qui est très différent entre nos deux systèmes. On n'a peut-être pas en France. On ne fait pas ça forcément en France. Est-ce que ça a du sens, Patrick Bonin, de prendre l'opinion publique à témoin, comme le fait Carlos Ghosn? Oui, ça a du sens parce que sa première défense juridique au Japon n'a pas été couronnée de succès. Il a été quand même à plusieurs reprises condamné par la justice japonaise à rentrer dans un processus complexe. L'autre chose, c'est la fiction dépasse, la réalité dépasse parfois la fiction. Là, on est dans un cas qui ressemble beaucoup à des séries télévisées qu'on voit sur certaines chaînes. On est dans un épisode de scandale où en réalité la communication dépasse toute forme de lien avec le terrain. On attend l'épisode suivant, on attend la conférence de presse. On est vraiment dans des démarches comme pourrait faire Olivia Pope dans certaines séries. C'est qu'on est vraiment sur une défense de l'image et on appelle l'opinion publique à sa défense parce que juridiquement parlant, la défense est beaucoup plus complexe. Donc on attend avec hâte le prochain épisode. Il sera sans doute moins rocambolesque qu'une évasion avec des jets privés et un atterrissage au Liban. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure de deuxième passeport. Il est comme tous les citoyens qui ont plusieurs nationalités. Il a une carte d'identité française, un passeport français. Il a la même chose avec des papiers libanais. Et donc oui, le gouvernement d'ailleurs libanais communique de manière très transparente sur il est rentré de manière complètement légale sur son territoire, comme vous et moi, quand nous rentrons en France. Nous sommes citoyens de notre pays et nous y rentrons. On a hâte de voir le prochain épisode. L'autre actualité, c'est bien sûr la grève contre la réforme des retraites. 29e jour de grève ce jeudi et des négociations qui n'avancent pas très vite. On le sait, dans ce genre de conflit, la communication est importante, pour ne pas dire cruciale, et qu'un éventuel accord doit permettre à toutes les parties de sortir la tête haute. Est-ce que c'est encore possible à votre avis ? Oui, c'est évidemment possible. De toute façon, chacun a déjà prévu probablement comment il allait valoriser la sortie de la crise et comment il allait sortir la tête haute. Le gouvernement, je pense principalement dans son rôle, en ayant fait des concessions, c'est le principe d'une négociation. Chacun doit apporter, doit bouger ses lignes et apporter quelque chose de nouveau, de différent à un projet quand il s'agit d'un texte. Donc ça, c'est le propre d'une négociation. Donc je pense que le gouvernement sera dans ce cas de figure. Probablement plutôt humble et l'humilité, à mon avis, sera plutôt préférable comme stratégie. Au niveau des syndicats, ça va être différent entre les différents syndicats, parfois même au sein même d'un syndicat, différent parce que vous avez des syndicats qui sont très durs et qui ne veulent pas. Alors j'allais commencer par ceux qui sont réformateurs, et qui ont envie, qui ont envie d'avancer et eux ils vont faire valoir les avancées qu'ils ont pu obtenir. Je pense essentiellement aux questions de pénibilité et qui touchent tout le monde, qui sont symboliques en matière de communication. C'est très simple et compréhensible par l'ensemble de l'opinion. Et puis la CGT de l'autre côté, alors elle est plutôt, je pense, dans une guerre de pouvoir interne et pas forcément avec un grand intérêt ni de la réforme ni de la SNCF pour parler de cette entreprise et des transports. Mais eux, ils ne vont rien signer, ils ne seront d'accord sur rien, et pourtant ils sortiront quand même probablement grandis. En tout cas, ils l'affirmeront en disant que grâce à la grève dont ils sont responsables, des avancées ont pu être obtenues ou des reculs suivant le vocabulaire qu'ils utiliseront. Donc tout le monde peut s'en sortir la tête haute, et on sait déjà à peu près la stratégie de chacun pour l'affirmer. Patrick Bonin, vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage ce point de vue, d'autant plus que le président, lors de ses vœux, a annoncé qu'il y avait cette volonté de continuer à faire cette réforme. Il
il a essayé de cliver au maximum entre les réformateurs constructifs d'un côté et les conservateurs rétrogrades de l'autre. On voit cette ligne de crête et on sait très bien que dans ce genre de choses, il y aura une négociation pour que chacun puisse dire qu'il a apporté quelque chose au débat public. Après, ce qui est plus complexe, c'est que le gouvernement d'un côté a un point de vue très précis, et de l'autre, il y a plusieurs syndicats qui défendent des intérêts pas toujours convergents. Donc, est-ce que tout le monde s'en sortira ? Vous avez totalement raison de dire que certains de ces syndicats vont pouvoir s'en sortir, vont d'ailleurs avoir une vraie forme de notoriété retrouvée grâce à cette mobilisation, et que d'autres, notamment parce qu'ils ont des revendications peu évidentes pour le grand public, vont forcément se retrouver plutôt affaiblis parce qu'on se dira, après 30, 40, 50 jours de grève, en fonction du moment où elle s'arrêtera, qu'est-ce que vous avez gagné et quelles ont été les avancées ? Sans doute pour la CGT qui est en plein conflit interne, il sera plus difficile de montrer une forte évolution que pour ces syndicats plus réformateurs et plus constructifs qui ont été en réalité beaucoup plus dans l'échange avec le gouvernement. Donc oui, tout le monde peut s'en sortir. Certains syndicats auront quand même du mal à montrer que ça valait le coup de bloquer le pays pendant 2 mois. Ouais. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? C'est la bataille de l'opinion publique ? Oui, là aussi, c'est la bataille de l'opinion publique. Puis l'enjeu, c'est de s'en sortir. De s'en sortir et de ne pas rentrer dans une crise ingérable qui serait celle d'un jaunissement de la crise. Vous voyez à quoi je fais référence. Oui, gilet jaune. Et avec la perte, avec une déconnexion entre les confédérations et leur base. Donc ça inquiète autant les confédérations, je pense, que le gouvernement. Le gouvernement, lui, a besoin de conserver des interlocuteurs, et les confédérations ont besoin de montrer qu'elles sont dures et qu'elles sont fortes et qu'elles défendent leurs intérêts, mais elles doivent aussi arriver à mettre un terme à cette crise et trouver un accord, tout en le laissant accepter par leur base. Sinon, la base risque de prendre le pouvoir. Là, le gouvernement n'aura plus d'interlocuteurs, les confédérations n'auront plus aucun pouvoir. Et là, à mon avis, ça serait une grosse pagaille. C'est ce que les deux doivent parvenir à éviter. Merci à tous les deux d'être venus ce soir en plateau. Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Patrick Bonin, président de l'agence GIN.